Dans un premier temps, on envoie de l'énergie, par exemple sous forme de lumière, à un atome. Qu'est-ce qui va se passer? Alors voici un montage qui permet de faire ceci. On va voir ceci, ça s'appelle un spectre d'absorption, avec des raies d'absorption. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'atome absorbe certaines lumières et pas d'autres. Donc c'est très caractéristique de l'atome et les raies changent d'un atome à l'autre. On peut aussi regarder ce que peut émettre un atome. Dans ce cas-là, on le chauffe et on regarde ce qu'il peut émettre. Ça s'appelle aussi un spectre de raies, mais un spectre de raies d'émission. Donc l'atome ne peut pas émettre toutes les énergies, mais il va en émettre certaines. Alors en fait, ce qui est caractéristique et très important de voir, c'est que en fait, il peut émettre les énergies qu'il peut absorber. Alors voyons comment on peut expliquer ceci. C'est Niels Bohr qui, au début du XXe siècle, a réussi à expliquer ces raies d'absorption et d'émission. Alors faisons comme lui, prenons un atome d'hydrogène sans énergie particulière. On va noter ici l'énergie de l'électron, qui sera donc la plus basse possible, c'est-à-dire on va appeler ça l'état fondamental. Alors apportons-lui de l'énergie. Apportons-lui par exemple 11 électronvolts. L'électronvolt, c'est une unité d'énergie adaptée au niveau microscopique. Alors, donc la lumière qui apporte 11 électronvolts, en fait, dans le cas présent, ne sera pas absorbée. Donc, elle va passer à côté de l'atome sans être absorbée, et en fait, l'atome ne va pas donc gagner cette énergie-là. Ce n'est pas possible. Apportons-lui maintenant 10,20 électronvolts. Dans ce cas-là, cette lumière va être absorbée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'électron va aller tourner un petit peu plus loin que ce qu'il était. Et donc, au niveau du spectre, on va avoir ici une bande d'absorption qui correspond à l'énergie qui a été absorbée. Donc 10,20 électronvolts, ça correspond à 121,6 nanomètres dans les UV. Et au niveau énergétique, ici, donc l'électron va aller dans un niveau supérieur d'énergie, il aura plus d'énergie, ici. C'est ce qu'on appelle un état excité. Alors des endroits où l'électron peut aller tourner plus loin, il y en a d'autres. En chimie, on les a appelés les couches électroniques K, L, M, N, etc. Et donc, ça va correspondre ici au niveau énergétique à d'autres états excités possibles. Alors, tout ceci, ce sont des états excités. Donc, en fait, l'électron peut être à ce niveau d'énergie-là, celui-ci, mais pas entre. Et bien sûr, si on donne trop d'énergie à l'électron va partir, et donc, on n'aura plus un atome, mais un ion. Donc, on sera dans l'état de niveau d'énergie le plus important, c'est-à-dire l'état ionisé. Par convention, on donne 0 à l'énergie quand l'atome est ionisé, et donc les énergies en dessous sont négatives. Voici leur valeur. Alors quand l'atome est excité, comme ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se désexciter, c'est-à-dire qu'il va revenir à l'état fondamental, en émettant le trop-plein d'énergie, donc par exemple les 10,20 électronvolts qu'il avait reçus. Donc ici, vous voyez, hop, l'électron va revenir dans son état fondamental en émettant la lumière qu'il avait reçue. C'est pour ça qu'on va voir dans le spectre d'émission la même lumière qu'il avait absorbée. Et au niveau énergétique, il va revenir dans l'état fondamental. Alors, prenons un autre exemple avec cette fois-ci 12,75 électronvolts. Cette lumière va être absorbée, c'est-à-dire que l'électron va aller tourner plus loin, et cette fois-ci, il va aller tourner sur la couche N. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, il va être ici. Alors, faisons le calcul de la longueur d'onde correspondante à cette énergie-là. L'énergie portée par le photon, c'est la constante de Planck multipliée par la fréquence du photon, ce qui correspond à la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisée par sa longueur d'onde. Alors donc, si on renverse cette formule, on va avoir ceci. Faisons l'application numérique, et si on ne se trompe pas, on va trouver que cette longueur d'onde correspond à 97,2 nanomètres. C'est dans les UV aussi. Et donc on va avoir une bande d'absorption, une raie d'absorption à 97,2 nanomètres. Évidemment, quand l'atome va se désexciter, s'il revient directement à l'état fondamental, il va redonner en une seule fois la même énergie, donc on va avoir une raie d'émission à cette longueur d'onde aussi. Et donc du point de vue énergétique, il va revenir à l'état fondamental. Mais il peut se désexciter d'autres façons. Par exemple, il peut passer de la couche N à la couche L, en émettant une lumière qui cette fois-ci, celle-ci sera dans le bleu, donc au niveau énergétique il sera ici, et ensuite il est toujours excité, donc il va continuer à se désexciter, il va retomber dans l'état fondamental en redonnant de l'énergie encore, et cette fois-ci c'est l'énergie qu'on avait étudiée tout à l'heure, qui est dans l'ultraviolet. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'au niveau microscopique, les états d'énergie sont quantifiés.
Certains sont permis et d'autres non. Donc, cela implique que les échanges d'énergie vont être aussi quantifiés. Et ils vont correspondre en fait aux différences d'énergie entre les états permis. Ce que nous venons de voir correspond aux transitions électroniques dans un atome. Et dans ce cas-là, les lumières échangées sont des rayons X, UV ou visibles. Mais on peut faire le même type de raisonnement à l'intérieur du noyau atomique, et dans ce cas-là, on va avoir des états excités, un état fondamental exactement de la même façon, et l'énergie échangée sera par contre beaucoup plus importante, on aura des rayons gamma. À l'intérieur des molécules, c'est la même chose. Nous avons des états permis et des états non permis, donc on va avoir des transitions vibratoires, et avec encore moins d'énergie, on va avoir des transitions rotationnelles, donc avec différentes conformations des molécules. Alors parlons un petit peu du laser maintenant. Le laser est une lumière qui est fabriquée en amplifiant de l'émission stimulée. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de voir qu'un atome qui est dans un état excité va revenir à un état moins excité en émettant une onde électromagnétique, un photon. Ceci se fait naturellement, ça s'appelle l'émission spontanée. Mais il existe un deuxième type d'émission qui s'appelle l'émission stimulée. Stimulée par quoi? Par un autre photon. Mais pas n'importe quel photon, il faut qu'il ait exactement la même énergie que la différence d'énergie entre les deux niveaux qui nous intéressent. Dans ce cas-là, ce photon va stimuler la désexcitation de l'atome, et donc on va avoir le photon de départ plus un autre. Ce qui est très intéressant, c'est que ce deuxième photon aura la même fréquence, la même énergie que le premier, mais pas seulement. Il aura aussi la même direction et la même phase, c'est-à-dire qu'ils ne seront absolument pas déphasés. Ce seront deux photons complètement identiques. Ceci est mis à profit dans les lasers. On s'arrange pour avoir des atomes excités entre deux miroirs. Quand les atomes se désexcitent dans cette direction-là, c'est pas très intéressant, mais dès que des atomes se désexcitent dans la direction des miroirs, alors cette lumière va se refléter contre les miroirs, passer dans les autres atomes, et donc provoquer la désexcitation des autres atomes, et donc on va fabriquer une lumière de plus en plus intense. On va fabriquer une lumière qui sera donc intense, monochromatique, très directionnelle, et en plus très cohérente. Une lumière laser. Pour que ceci marche, il va falloir que les ondes qui s'additionnent ne se détruisent pas, et donc elles s'additionnent de façon constructive, c'est-à-dire qu'il va falloir une cavité résonante. Et donc, il va falloir que la distance entre les miroirs soit bien calculée. En fait, il faut que cette distance entre les miroirs corresponde à un nombre de fois entier la demi-longueur d'onde. Dans ce cas-là, on obtient de la lumière laser. Alors, quelles sont les qualités de la lumière laser par rapport à de la lumière classique? Eh bien, la lumière laser peut être beaucoup plus intense, plus directive, en fait, ce sont des photons qui ont toute la même direction, plus monochromatique et plus cohérente, c'est-à-dire que les photons ont la même phase. Terminons ce cours en parlant de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Mais certaines expériences montrent que la lumière se comporte comme une particule. Dès qu'elle est émise ou absorbée, l'effet photoélectrique, je vous mets un petit lien ici pour aller voir ce que c'est, il faut que vous connaissiez cette expérience, ou l'effet Compton, dans laquelle les photons et les électrons se comportent comme des boules de billard. Mais d'autres expériences montrent que la lumière est une onde, ou se comporte comme une onde en tout cas, les interférences, la diffraction, l'effet Doppler qu'on a vu cette année. Donc, la lumière n'est ni une onde ni une particule. Elle interagit avec la matière comme une particule, mais elle se propage comme une onde. C'est quelque chose d'autre. Bon, un électron, lui, c'est vraiment une particule, non? En fait, non. Avec les électrons, on peut faire de la diffraction aussi. C'est Louis de Broglie, un scientifique français, qui a associé à chaque particule qui a une quantité de mouvement, donc on a vu ensemble m fois v, une onde qui aura une longueur d'onde qui correspond à la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement de la particule. Donc à toute particule, on associe une onde. Alors on va essayer de faire le calcul, voilà les unités pour cette formule. On va essayer de faire le calcul pour un électron qui a une énergie cinétique de 54 électronvolts. Quelle est sa longueur d'onde? Donc l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv2, on peut l'écrire comme ceci, mv fois mv divisé par 2m, tout à fait correct. Ça fait apparaître la quantité de mouvement. Donc c'est égal à P2 sur 2m. Et donc si on retourne cette équation, on va trouver que la quantité de mouvement,
c'est racine de 2m EC. Donc, on peut calculer la longueur d'onde correspondant à cet électron, comme ceci, et on va trouver 0,17 nanomètres.